ça fait partie de notre ADN, à Nouveau Rêve, de chaque année, en tout cas de donner la parole à des métiers dits techniques du cinéma, puisque le cinéma est une industrie d'art, et on l'a beaucoup évoqué aussi dans la table ronde précédemment. C'est un métier d'équipe avec plusieurs postes. Le terme métier technique me plaît pas forcément, puisque c'est des métiers dans lesquels chacun et chacune investit beaucoup de regard et artistique. Mais voilà. Donc aujourd'hui, ce sont 3 monteurs et monteuses qui nous font le plaisir d'être là. Donc merci à eux. Merci à vous. On peut vous applaudir. Peut-être je vous laisse chacun vous présenter. On va commencer comme ça. Et après, j'aurai des questions sur vos métiers. Alors, je m'appelle Paola Termine, donc je suis monteuse de fiction, documentaire, de long métrage, de court métrage, enfin voilà. En ce moment, je fais plutôt des documentaires. Là, ces 2 dernières années, j'ai plutôt monté des documentaires. Là, il y a un film qui est sorti la semaine dernière de Guillaume Braque que j'ai monté. Donc, allez le voir, il est en ce moment en salle. Voilà, et quoi d'autre. Et j'ai réalisé un film aussi qui va passer ce soir. Voilà. Que vous pourrez découvrir dans la séance à 20h30. Voilà, c'est ça. Voilà. Anne qui vient. Ça va, exactement. Du coup, moi, c'est Charles Claudon, je suis monteur aussi, de fiction plutôt, court-métrage ces derniers temps. Après aussi, au début de ma carrière, j'ai fait plein de montages différents, tout ça, même d'institutionnel, du clip et tout ça. Et puis petit à petit, je suis allé vers le cinéma et sur quelques longs métrages, mais qui ne sont pas sortis. Donc je reste sur le court pour l'instant. Et tu as réalisé un film j'ai réalisé un film qu'on a diffusé l'année dernière. Qui est passé à Nouveau Rêve l'année dernière. Voilà. Et du coup, moi, c'est Alexandre Donneau. Je suis stéphanois de naissance. J'ai fait 10 ans d'assistant à montage à Paris. Juste parler un peu plus fort. J'étais assistant monteur pendant 10 ans avant de monter mon premier long en 2016. Et depuis, je monte du long métrage et de la fiction. Voilà. Et je réalise aussi. D'accord. Mais j'ai pas de film ce week-end. Mais qui sait, on sera là l'année prochaine. On sera là. Peut-être comme première question un peu le parcours de chacun, comment vous en êtes venu à faire du montage. Est-ce que c'était une idée que vous aviez assez tôt, ou par quelle voie vous en êtes venu à faire du montage? Je sais qu'on en avait discuté un peu, tu m'avais parlé de vidéos de skate, de tes frères. Voilà, c'est une question un peu, tu peux peut-être commencer. Ouais. Moi je viens vraiment de l'avènement du numérique, où le montage s'était arrivé parce que je faisais beaucoup de skate et j'étais le seul à avoir un Mac avec iMovie. Et donc ça a été vraiment par la pratique d'abord de ça, du rythme aussi qui m'intéressait beaucoup. Parce que mon père faisait de la batterie, mon frère était danseur, et donc moi la question du rythme elle est plus arrivée avec le montage et ces vidéos-là. Et petit à petit, je voulais pas faire d'école, ce que je regrette un peu. Mais donc du coup tout l'aspect technique je l'ai appris plus au moment où il y avait tous les tutos sur YouTube et puis après le réseau on va dire du montage il est arrivé en travaillant sur des films de fin d'études de la FEMIS et tout ça. C'est ça qui m'a permis de constituer mon réseau cinéma. Mais donc, je m'étais voulu un peu autodidacte à la base en apprenant un peu toujours tout par moi-même quoi, pour garder un peu l'instinct. Mais aujourd'hui j'en suis un peu loin peut-être, mais voilà. Moi, j'ai fait des études de cinéma. Enfin, j'ai fait une option déjà cinéma au lycée, tout ça. Je savais que je voulais un peu travailler là-dedans, mais je savais pas trop quoi. Et après, pendant mes études, j'ai fait plein de stages dans plein de trucs, dans des boîtes de prod. Après, j'étais assistante cam aussi sur des tournages. Enfin, j'ai un peu essayé plein de choses. J'avais un peu l'idée de réaliser aussi déjà, mais c'était pas très concret. Je savais pas si j'avais envie de faire que ça. Je trouvais ça un peu précaire de tout mettre là-dedans. Et je crois que j'avais besoin d'un métier quand même technique justement, ou en tout cas qui ne dépendent pas que de moi. Et petit à petit, les tournages j'aimais bien, mais je trouvais qu'il y avait une ambiance un peu trop colo de vacances. Et après, plus personne se parlait. Je trouvais ça un peu triste. Et du coup, en montage, on reste plus longtemps avec
les réals, c'est des relations qui se tissent plus dans le temps, donc j'aimais bien ça. Et voilà. Et après, du coup, j'ai commencé à faire des stages, j'ai rencontré plein de gens. Et plus ça allait, plus j'essayais d'aller vers des projets qui m'intéressaient, vers des gens qui m'intéressaient, quoi. Voilà. Je crois que toi, Alexandre, tu m'as expliqué que tu avais eu une sorte de mentor, enfin, ou même plusieurs. Ouais. Moi, j'étais attiré, je pense, par familialement, on a une troupe de théâtre à Saint-Étienne, donc je pense que j'étais très amené à m'intéresser au théâtre et au cinéma, très ouvert à ça. Mais j'étais très passionné de VFX, en fait, d'effets spéciaux quand j'étais ado. Et je me suis petit à petit mis à m'intéresser aux ordinateurs. Enfin, je pense qu'il y a eu aussi, c'est venu aussi par l'informatique, en fait, le montage. Et j'ai passé le concours de la FEMIS en 2008. Donc j'ai fait le montage à la FEMIS, je suis sorti en 2012. Et c'est là, au cours de ma scolarité, où j'ai rencontré un peu des chefs monteurs qui m'intéressaient. Notamment, j'ai fait une rencontre fondatrice pour moi avec Bernard Sazia, qui a fait toute sa carrière avec Robert Guédiguian, qui est le monteur de Robert Guédiguian, avec qui j'ai fait mon premier stage. À la FEMIS, j'ai rencontré Hervé Deluz, avec qui j'ai fait mon vrai premier assistanat de long métrage sur l'avant-dernier film d'Alain Resnais. Et après, voilà, c'est un peu comme... c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui nous correspondent à un moment donné, et puis après ça, j'étais assistant pendant 10 ans. Et c'est vrai que l'assistanat m'a beaucoup aidé, moi, il m'a vraiment mis un pied. Je trouve que c'est assez passionnant à faire pour être monteur, parce qu'on apprend à gérer plein de situations sans avoir la responsabilité artistique du montage. On se retrouve au cœur des discussions entre les VFX, la musique, le montage son. Et après, l'idée, c'est de faire son premier long, et c'est un peu ça des fois qui est compliqué. On a tous des parcours un peu différents là-dedans. Mais moi, j'ai monté... Mon premier long, c'était le film d'Alex Lutz, le film Guy, qui était après qui a été le déclencheur, puis depuis j'ai pas arrêté, quoi. Et du coup, vous l'évoquiez aussi, quand on imagine un peu l'image un peu romantique du monteur, c'est vraiment quelqu'un de très seul dans sa salle, puis tu évoques des rencontres avec plusieurs personnes. Peut-être, on se rend peut-être pas bien compte qui sont tous vos interlocuteurs différents, avec qui, au cœur de quelle friction parfois vous vous retrouvez en tant que monteur, et peut-être parler un peu de ça, c'est-à-dire c'est des relations plus longues, j'imagine, avec la réalisatrice, mais aussi est-ce que vous avez des contacts avec la production ou avec les effets spéciaux, je sais pas qui, si vous voulez. En fait, ça dépend vraiment des moments de la production du film, mais il y a une étape qui est très en vase clos au début avec le réalisateur, où on fait vraiment un premier assemblage, un premier ours, et on avance petit à petit, et après au fur et à mesure donc on travaille avec l'assistante. Si on peut en avoir un ou une, c'est très bien, mais c'est de plus en plus compliqué. Ça aussi, mais après on en parlera peut-être de l'évolution des équipes, mais avant on était très nombreux en film, et depuis ça se réduit énormément, et c'est pas forcément pour le mieux. Et arrive au fur et à mesure le monteur son qui arrive, les effets spéciaux à qui il faut parler, le compositeur à qui on commence à envoyer des montages en cours. Et puis c'est là où ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus, des fois un peu, il faut aussi gérer les projections. Donc là on a affaire à la production, on a affaire aux distributeurs, et c'est plus les distributeurs après qui imposent aussi une durée du film. Donc des fois il y a des discussions qui sont un peu plus compliquées, mais oui, après ça dépend, mais oui, il y a toujours un peu des moments de tension, mais ça dépend, ou des moments très agréables aussi. Ça dépend du moment, ça dépend des équipes, ça dépend... Voilà, de plein de choses. Je vous laisse y aller, je sais pas si vous voulez. Oui, c'est vrai que les films ont de toute façon des manières d'être produits qui sont assez différentes. Donc il y a en effet des films qui vont où il y a déjà des distributeurs, donc souvent les films de fiction et tout ça, où il y a déjà beaucoup d'interlocuteurs, où le planning est déjà fait à l'avance, où on va en effet assez vite parler au monteur son et tout ça. Moi c'est vrai que je me suis... en documentaire par exemple, c'est vrai que c'est différent, parce que souvent c'est des films qui sont moins bien financés, ils trouvent leur distributeur après le montage, des fois l'argent est encore en train d'être cherché, on ne sait pas exactement combien de temps va durer le montage, parce que ça peut vraiment
vraiment s'étendre et donc c'est pas forcément les mêmes c'est pas les mêmes configurations. Après c'est vrai que alors bon, moi j'ai pas connu la période pellicule et tout ça, mais je crois qu'en effet il y avait quand même beaucoup plus de monde, plus d'assistants déjà, et ça c'est vrai que ça peut manquer aujourd'hui. C'est assez, alors surtout en docu, franchement, avoir un assistant, bon peut-être un peu en début, mais sur tout le long ça n'existe pas, et ça c'est vrai que ça manque beaucoup parce qu'on se retrouve en effet dans un rapport avec peu d'interlocuteurs finalement. Donc il y a le réalisateur, mais bon, quand il y a des choses qui fonctionnent pas, c'est compliqué de trouver d'autres gens autour, et c'est vrai que c'est comme vous disiez, c'est une œuvre collective quand même, le cinéma, donc ça c'est vrai que ça peut manquer, et dans le cas où il y a un producteur qui est là, qui suit bien le projet, c'est vrai que c'est un interlocuteur assez fondamental aussi, qui permet de faire le chemin un peu du film ensemble, dans le meilleur des cas ensemble, avec le producteur, le réalisateur et le monteur, et puis les gens qui sont autour, et les distributeurs. J'ai l'impression qu'ils arrivent encore, ils sont dans une autre logique. C'est peut-être ça qui est un peu dur, c'est-à-dire que je crois que les distributeurs quand même souvent maintenant sortent d'écoles de commerce. Ils sont vraiment dans des logiques de distribution, donc de ils sont en lien avec les exploitants, avec les gens qui vont sortir le film, donc ils sont dans une autre démarche que la nôtre, dans notre petite salle de montage, où on est là à penser vraiment à faire le plus beau film possible, à faire le meilleur de ce qu'on peut avec les rushs, à être dans des démarches quand même artistiques. Donc voilà, il y a le producteur un peu au milieu de distributeurs et de nous. Donc voilà, moi j'ai eu l'occasion de me retrouver dans ces situations-là en assistante, en effet, donc c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu comment ça se passe. En montage, c'est un peu ce qui m'angoisse là, de me retrouver comme ça avec les distrils et tout. Bon, pour l'instant, j'essaie de faire des projets où on est plus tranquille. Voilà. Ouais, c'est la relation, c'est un peu... Moi je me suis souvent retrouvé en étau entre la vision du réalisateur et la vision du producteur sur un film. Ça m'arrivait souvent, et c'est vrai que c'est la situation que j'aime le moins, parce que tu es toujours en équilibre, parce que tu travailles avec le réalisateur, du coup il y a une confiance et tu as envie de défendre vraiment sa vision du film, sauf que parfois elle peut être un petit peu comme c'est lui qui a souvent écrit le film, qui l'a tourné. Moi en tant que monteur, j'ai l'impression qu'on doit retrouver l'essence du film dans la salle de montage, et c'est vrai que le producteur, lui, il a une vision du film aussi qui n'est pas toujours la même que celle du réal. Et moi je me suis souvent retrouvé en étau, même parfois à faire des versions un peu sous le nez du réalisateur, parce que c'était le mieux pour le film, je pense. Mais il fallait aussi correspondre à la production, donc des fois, je sais pas, je me retrouve des fois souvent en étau entre... il y a une relation de confiance qui s'est mise avec le réalisateur, et comment je vais m'en sortir pour qu'il accepte aussi le film qui doit être... que la production va valider aussi. Donc, c'est un peu des rapports de force. Moi j'ai souvent été quand même en rapport de force avec les producteurs, moins avec le réal parce qu'il y a une amitié, mais c'est ça. Moi toujours je me dis, quand j'arrive dans une salle de montage, je vais essayer de sortir l'essence du film dont le réal il voit pas forcément le film. Donc, comme on est le premier spectateur, genre on voit un peu les images en premier, donc c'est nous qui allons donner notre première vision du film. Et le réalisateur, il va toujours avoir tendance il a une autre idée un petit peu, donc c'est un peu cet étau-là qui est pas facile. Je sais pas comment vous l'avez déjà vécu ça. Mais du coup, vous êtes principalement, c'est plutôt des réalisateurs qui vous amènent sur les projets, ou c'est plutôt des producteurs, et j'imagine qu'il y a eu deux cas de figure, mais que ça influe un peu sur votre travail. Puis une question comme ça, et une question juste après aussi, à quoi vous êtes peut-être attentif pour vous engager sur un projet, au-delà du fait qu'il faut travailler pour se nourrir. Je finis juste là, je rebondis sur ce que disait Charles, mais ce qui est assez passionnant quand on monte un film, c'est que la progression du film elle n'est jamais linéaire en fait. Il y a toujours un moment, un peu de détresse au moment du dérushage, parce qu'il y a quand même cette étape du dérushage où on regarde le film avec les images avec le réalisateur, et que le réalisateur se rend compte de ce qu'il a filmé, et que des fois, souvent, ça ne correspond pas à ce qu'il avait dans la tête en fait. Et puis pour des raisons de production, pour des raisons financières, ils ont dû couper des scènes au tournage, donc il faut
se débrouiller pour arriver à raconter un film qui reste dans l'esprit de ce qu'il avait en fait en tête au départ, mais qui sera pas forcément le film qui a été écrit, quoi. Donc il y a toujours, c'est pour ça que c'était bien l'intitulé de la rencontre là, mais c'est vraiment une phase de réécriture en fait, par rapport au l'écriture en est un, le scénario en est un, le tournage en est une autre, et le montage en est une dernière. Et c'est vrai que c'est souvent, voilà, on progresse, l'idée c'est de trouver le film, mais le film se trouve des fois par des moments un peu de crise aussi, où des fois on va s'engueuler, des fois ça va, voilà, il faut quand même arriver à garder la relation avec le réalisateur ou la réalisatrice, et c'est ça qui est dur, de pas la perdre. C'est vrai que pour moi c'est compliqué de faire un truc dans le dos du réalisateur pour le coup, parce que il y a quand même une relation de confiance en fait, il y a un travail en cours qui est extrêmement fragile quand même quand on monte un film, donc tout le monde est extrêmement... Alors à moins qu'il y a des réals aussi qui veulent tout montrer, qui veulent montrer, le week-end ils arrivent, ils disent fais-moi un export, je vais le montrer à ma femme, donc c'est toujours un peu perturbant, genre mais t'es sûr ça arrive aussi. Et puis il revient le lundi en disant ah ouais mais ma femme l'a vu, elle a une idée. Je dis bon c'est très bien si ta femme a une idée, mais voilà. C'est toujours un peu des inputs comme ça qu'il faut gérer. Vous essayez de pas trop avoir d'avis. L'idée c'est quand même de rester au maximum dans une bulle créatrice, quoi, parce que sinon si on commence à avoir trop d'avis tout le temps, après c'est important de gérer des projections, ça c'est aussi une étape qui est hyper importante, c'est-à-dire qu'on arrive en cours de montage et on a besoin de trouver un groupe d'amis ou de gens proches, mais qui sont aussi capables d'être suffisamment honnêtes sur les retours pour que le film puisse progresser. Et ça, c'est des étapes qui sont quand même aussi extrêmement sensibles et qui font progresser les réalisateurs. Parce que si, des fois, il n'entend pas des choses, et puis si 10 personnes le disent, à un moment, il va finir par l'avouer. Ouais, parce que si on a un rôle, au-delà du rôle technique, de traduire, on va dire, l'idée en termes techniques de savoir gérer un logiciel, toute cette partie-là. J'ai l'impression que le monteur aussi, c'est surtout qu'il doit avoir un esprit, il doit avoir un discours contradictoire. En fait, c'est surtout ça qui est important au montage. C'est pour ça que même un réal, s'il est monteur, c'est très risqué qu'il monte son propre film, parce qu'il faut toujours quelqu'un avec qui il puisse discuter. Genre, c'est presque un peu un cabinet de psychologie, où on l'écoute beaucoup, et de cette discussion-là, en fait, on va réussir à, pour moi, j'essaie de choper ce qu'il veut dire en sous-texte, et c'est comme ça qu'on va arriver à la vision que lui il veut. Et entre ce qu'il dit et en fait ce qu'il veut montrer, souvent il y a un décalage. Et j'ai l'impression que des fois l'art c'est un peu du monteur, c'est de trouver ce sous-discours du réalisateur, même en fiction, beaucoup en documentaire j'imagine. Mais par exemple en fiction, un scénario qui a été écrit, si tu le montes tel quel dans l'ordre chronologique des scènes et tout, tu retrouveras jamais l'essence du film. C'est souvent, il faut trouver les ponts, genre cette scène-là elle était là, mais en fait si on la déplace là, il adorait cette scène mais elle fonctionne pas, et si je la mets à un autre endroit, elle va avoir beaucoup plus de force, donc c'est un peu trouver toujours ces passages-là et ce sous-discours. Et c'est vrai qu'en tant que monteur, genre récemment là, j'étais sur un court-métrage avec une réalisatrice qui était monteuse, donc elle voulait avoir absolument la main sur le montage, parce qu'elle connaît tout ça, donc je l'ai laissé, et en fait je me suis retrouvé presque dans la position du réalisateur, c'est-à-dire j'étais derrière sur le canapé et je disais ok vas-y montre-moi ta version, et on en discutait, et en fait c'était presque que de la discussion. Moi je servais juste, j'étais même plus le monteur technique, quoi. J'étais vraiment celui qui donnait la discussion contradictoire et avec lequel il pouvait échanger ses idées, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, parce qu'il y a un peu une partie technique et une partie d'écriture. Paola, toi qui es monteuse professionnelle et réalisatrice. Non, oui, alors moi j'ai pas monté mon film moi-même, évidemment, c'est très dur. Déjà, c'est vrai que quand on est là, ce que j'ai compris, c'était intéressant en fait de réaliser un film, parce que du coup, je me retrouvais vraiment dans l'autre posture, et je me suis rendu compte à quel point c'était hyper angoissant, en effet, de tout regarder, à quel point on est dans une position de fragilité en tant que réalisateur, quand on regarde tout, on s'expose et tout ça. Je comprenais un peu tout, parce qu'à chaque fois, les réalisateurs avec qui je bossais, des fois, je la mettais ouf, pourquoi tu te prends trop la tête, là, mais attends, mais là, la prod, elle va me dire ça. Et après, je faisais exactement pareil. Après, je dis putain, mais non, mais c'est horrible et tout. Donc, je comprenais ça déjà. Et on arrive quand même en montage à un moment où les équipes peuvent être un peu épuisées. C'est-à-dire que le réalisateur, ça fait, je
sais pas, un court-métrage produit, il va passer 3 ans, 4 ans dessus, il passe 2 ans à l'écrire, il passe 1 an à le tourner, il fait déjà plein de concessions. Entre son point de départ et le point d'arrivée, il y a énormément de choses qui sont déjà transformées. Et donc nous, on arrive, voilà, pareil, le producteur, pareil, aussi, tout ça. Donc on arrive à un moment où potentiellement les gens sont un peu épuisés. Et donc il faut, enfin voilà, nous on arrive un peu, moi souvent j'arrive avec un peu une bonne énergie, genre allez, on va encore tout déconstruire, on va tout déconstruire, super. Bon voilà. Mais oui, c'est ça, moi j'ai l'impression que c'est un peu accepté. Enfin moi ce que j'adore, et ce qui est pas forcément évident pour les réalisateurs, c'est finalement, et même aujourd'hui, on est assez vite aujourd'hui habitué à être dans un truc très immédiat, à répondre tout de suite dans des désirs très instantanés, à obtenir tout de suite ce qu'on veut. Or le montage c'est un peu à l'opposé de ça, c'est-à-dire que c'est pas très efficace dans le sens où le but, c'est que des détours en fait, c'est que des détours, revenir en arrière pour finalement trouver quelque chose qui sera mieux. Moi je me rappelle, j'étais beaucoup frustrée au début de me dire on faisait des projections du coup en cours de montage, je me disais mais ça marche pas le film. Et un jour je me suis dit bah oui mais en fait le jour où le film il marche, mon travail sera fini en fait, enfin, je veux dire, ce sera la fin du montage. Et donc c'est normal que ça prenne pas une semaine en fait, tant que le film ne marche pas, et bah il faut continuer à travailler en fait. Et ça c'est quelque chose qui parfois peut être un peu frustrant, enfin je sais pas, des fois les gens veulent vite arriver au montage, veulent vite finir, veulent vite que ça marche. Or bon, en fiction aussi j'imagine, mais en documentaire encore plus, parce qu'il y a quand même beaucoup d'écriture, il y a souvent beaucoup de films possibles. Et moi j'adore ce côté un peu de chercher beaucoup, de faire des détours pour arriver finalement pour revenir en fait à une écriture. Aussi des fois il y a des réalisateurs qui me disent mais en fait là j'ai l'impression que je retrouve un film auquel j'avais pensé au tout début de l'écriture du scénario, et qu'après ça s'est énormément transformé, mais là je retrouve un peu des éléments qui était en fait l'essence même, ce que tu disais, quoi, du propos, de ce que le réalisateur avait envie de faire, quoi. C'est pour ça qu'il y a besoin de beaucoup de temps aussi, parce que on a besoin de tordre le film au maximum, genre pour revenir à un point de départ. Mais en fait, on peut pas arriver direct, on est obligé de le tordre. Enfin, moi j'ai souvent cette impression là de tordre le film, de vraiment, je sais pas, comme une guimauve, là t'es là, tu le tords, tu l'étires, et il y a un moment il va trouver sa force par ce chemin là, quoi. Et je me rends compte ça maintenant avec l'expérience, que t'es toujours obligé, du coup quand je commence un film, j'ai pas hâte de ce moment sur un court-métrage, je sais pas, au bout de 3 semaines, où tout le monde est au fond, quoi. On est tous au fond, on a l'impression que le film il marche pas, et pourtant maintenant je sais avec l'expérience qu'on arrive toujours à ce moment-là. J'ai jamais vu de film qui passe pas par cette étape. Pour moi, un film qui marche directement, c'est que on n'a pas réussi à trouver le truc. Et il y a toujours un moment, je sais qu'au bout de 3 semaines, on va être au fond, quoi. T'as même pas envie d'aller dans la salle de montage. Dans ces cas-là, je préfère limite aller prendre un café avec le réal dehors pour sortir un peu de ça. Mais si on touche pas le fond, genre j'ai l'impression on n'arrive pas à trouver le film, quoi. Oui, c'est la période la plus dure. Je suis tombé sur une interview il y a Scorsese qui disait que si t'avais pas envie de vomir à la vision de ton premier ours, c'est qu'il y avait un problème. Ouais. Donc je pense que même Scorsese, enfin tout le monde y passe. Ouais. Et peut-être ce sera le point avec la question, mais par exemple, c'est plus que dans n'importe quel métier, je trouve, dans le cinéma, c'est vraiment des histoires de couple, souvent, les tandems monteur, monteuse, réalisateur, réalisatrice. Par exemple, Scorsese, il travaille avec Thelma Schoonmaker depuis 60 ans. Il lui a fait signer un contrat d'exclusivité pour ne travailler qu'avec elle, qu'elle n'ait même pas le droit, elle, de travailler avec quelqu'un d'autre, en fait. Tarantino, il a travaillé avec... comment elle s'appelle, la même monteuse jusqu'à ce qu'elle décède, malheureusement, il y a une dizaine d'années. Spielberg, il a toujours travaillé avec Michael Kahn, Jacques Audiard avec Juliette Welfling. Enfin, c'est assez fou. Alors souvent, ils changent quand même de chef-op régulièrement. Il y a des couples monteurs-réalisateurs qui sont extrêmement forts. Donc oui, il y a une fidélité après qui se tisse, je pense, et qui peuvent des fois se nouer à l'école ou très tôt au niveau des courts-métrages. Ouais. Et parce que ça, c'est un élément important, c'est que il faut qu'il y ait de la confiance. Genre moi tout à l'heure je parlais de faire une version sous le nez du réalisateur, mais c'était pas pour le dépasser. Ouais, l'impression que tout le monde a l'air on est choqué là, mais au final le réalisateur l'a travaillé avec Charles plus tard. l'a accepté, il a compris après, mais parce que moi je le savais et parce qu'on avait un rapport de confiance, c'est pour ça que j'ai pu faire ça. Mais j'ai vu qu'à ce moment-là il était pas prêt et que là on avait une contrainte de temps qui était énorme.
parce qu'il y avait une chaîne de télévision aussi dessus, et là, il fallait absolument réagir très vite, et c'est pour ça que j'avais fait ça. Mais aussi, du coup, ouais, c'est pour ça qu'il y a souvent des couples de monteurs-réalisateurs, parce que aussi, la confiance, c'est important. Moi, je sais que les films aussi qui se passent très bien, c'est quand il y a une confiance... qui a une grande confiance. Moi, un réalisateur qui me donne sa confiance, c'est le plus beau, parce que les réalisateurs qui vont absolument vouloir faire leur film sans prendre en compte notre sensibilité à nous en tant que monteurs. Moi, un réalisateur qui est tout le temps sur mon dos, en plus on travaille, on est tout le temps, on a un regard tout le temps sur l'autre. Enfin, t'as ton patron toujours, enfin, c'est un ami, c'est un patron, c'est mais c'est atroce. Moi, je sors des journées de montage, je suis complètement crevé parce qu'il y a toujours un regard comme ça sur tout ce que tu fais. Et donc du coup, quand il y a une confiance et quand ça fait plusieurs fois que tu travailles avec le ou la réalisatrice, là c'est trop bien parce qu'il va te dire voilà moi ce que je veux, ce que j'imagine pour la scène, et là il va te laisser une matinée, un jour, 2 jours, 3 jours, et là toi tu vas pouvoir aller dans des erreurs, parce qu'on est obligé d'aller dans des erreurs pour trouver les choses qui fonctionnent. Et donc ouais, cette notion de couple réalisateur-monteur, elle est importante parce que la confiance, elle est pareil avec un producteur. Quand tu arrives à trouver ça, les gens ils font confiance et tu arrives à trouver le film plus facilement aussi. Du coup, j'ai bien l'impression qu'il y a cette notion d'accompagner un peu l'errance, ou en tout cas d'accompagner l'expérimentation à un moment un peu de fatigue. Puis surtout, c'est intéressant de beaucoup écouter le réalisateur, même dans ces moments de silence, ou même malgré lui, ce que tu avais l'air de dire, ou juste essayer de voir ce qu'il arrive à dire sans dire. Donc c'est des compétences, c'était une de mes questions, quelles compétences il faut avoir pour être monteur. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de psychologie, un peu d'empathie. L'écoute, beaucoup. Ouais. Non mais si, c'est ça. Enfin moi j'aime bien, par exemple quand je monte un docu notamment, ou une fiction qui se passe, j'ai monté un film anglo-irakien qui se passait à Bagdad. Mes fonds d'écran étaient devenus des fonds d'écran j'avais trouvé des images d'Irak, de paysages dont elle me parlait, qui n'étaient pas forcément dans le film, mais bon, on a besoin de s'immerger dans un truc, on a besoin d'avoir une certaine dose de générosité en tant que monteur, quoi, parce que s'il faut s'immerger dans l'univers des réals. Ça demande vraiment de s'oublier un peu aussi, parce que puis il y a une histoire d'ego, les réalisateurs, c'est des gens qui ont beaucoup d'ego. On peut pas avoir 2 gros égos dans une salle de montage. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est en tout cas pas au même endroit. On peut pas les avoir au même endroit, sinon c'est impossible. Ouais. Et est-ce que ça vous arrive d'être très perdu justement à ce moment de l'ours, enfin je veux dire d'être surpris parce que je m'interroge aussi à quel moment vous arrivez sur un projet, vous êtes recruté après le tournage, avant, ou est-ce qu'on vous contacte un peu avant, est-ce que vous avez lu le scénario longtemps avant, à quel point vous avez accompagné un peu le processus, je pense qu'il y a plein de cas de figure un peu différents, mais en fiction, ce qui est intéressant, enfin moi ça m'est arrivé, c'est que j'avais travaillé assez en amont, enfin je connaissais déjà le réalisateur, j'avais déjà monté un film avec lui avant, et là du coup j'avais lu le scénario, il m'avait même demandé un peu des retours déjà sur le scénario, et du coup ensuite, alors c'était une configuration qui se fait assez souvent, qui est de monter en même temps que le film est tourné, et du coup bon, je sais pas si c'est toujours bien, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose pas mal de questions de mise en scène en fait avec le réalisateur. Pendant qu'il tourne, il m'appelait le soir en me disant alors t'as regardé les rushs, qu'est-ce que t'en penses, très proche du tournage en fait. Très finalement, proche, des questions tournage. de mise en scène en fait, qu'on va continuer à se poser pendant le montage. J'ai l'impression. Enfin, on revient un peu sur des questions de mise en scène, même les gens qui veulent faire des plans longs, est-ce qu'on les coupe, est-ce qu'on les monte, est-ce qu'on les garde comme ça. D'ailleurs c'est marrant parce que on a tous les 3 en fait réalisé un film, et j'ai l'impression, moi c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force d'être avec les réalisateurs, ça donne un peu envie aussi on est proche de ces questions-là, de mise en scène et tout ça, et ça donne envie d'aller explorer un peu. Moi ça m'a donné envie d'aller explorer un peu moi-même ces questions-là, quoi. Oui, puis le montage est très lié au découpage technique. Justement, moi c'est la première fois récemment qu'on m'a appelé pour une réunion de préparation avant un tournage en tant que monteur. Donc c'est la première fois où on fait une lecture du scénario, et tu as tous les chefs d'éco, le chef opérateur et tout ça, et on faisait tous une lecture du film pour voir quel problème il y allait avoir et tout ça. Sauf qu'à ce moment-là, le chef op n'avait pas fait le découpage technique, donc savoir comment ils allaient filmer, et donc moi en tant que monteur je pouvais pas me projeter, et donc j'ai rien pu dire parce que et j'avais l'impression d'empiéter sur le travail du chef opérateur. Et donc je suis resté, j'ai rien dit parce qu'il n'y avait pas ce travail de découpage technique qui avait été fait. Parce que nous, en tant que monteur, on pense avec juste de l'image.
moi j'aime bien lire les scénarios parce qu'il faut qu'on se fasse une idée et tout. Mais on pense, enfin moi c'est pour ça que je suis arrivé par le montage, parce que je pense toujours en termes d'image. Et donc là, le découpage technique qui est fait entre le chef opérateur et le réalisateur ou la réalisatrice, c'est le moment où ils vont, cette phrase-là, comment on va la construire en termes d'image, quoi. Donc là, j'avais été appelé à cette réunion, et puis le chef op n'avait pas fait le découpage, donc moi, je pouvais pas trop donner mon avis, quoi. Mais c'est la seule fois où je suis arrivé un peu en amont. Sinon, en général, sur les courts-métrages, j'arrive après. Et du coup, combien de temps en moyenne un peu vous prend un projet, disons de court-métrage et de long-métrage, peut-être sur les formats de documentaire c'est aussi différent, mais pour qu'on se rende compte un peu du temps de travail. J'imagine encore une fois qu'il y a un peu des fourchettes, des variations, mais En gros, c'est un long métrage, c'est en moyenne 16 semaines maintenant, voire moins. Mais oui, c'est plutôt 3-4 mois. Après, entrecoupé, des fois, c'est pas forcément 16 semaines d'affilée. Il y a des pauses qui sont faites, aussi pour réfléchir, partir en vacances, se fâcher, se retrouver. Mais les courts-métrages, ça dépend de la longueur du court-métrage. Mais s'il y a 2 semaines de tournage, c'est entre 4 et 6 semaines de montage, je dirais. Et puis pour rebondir aussi sur ce que tu disais, on pense en image, mais on pense aussi vachement en son, parce que c'est quand même aussi, on prépare aussi le montage son, le mix, et on reste. Ce qui est très important, je trouve, dans la position du monteur, c'est de rester la mémoire du réalisateur, là où le réalisateur, effectivement, va être épuisé, va penser à d'autres trucs, va être déjà, quand on finit le film, dans la promo ou dans autre chose. Et des fois, il n'a pas le temps d'aller au montage son, il n'a pas le temps d'aller au mix. Et au montage image, on a fait des choix de son qui sont importantes et qu'il faut qu'on conserve. Et si cette étape-là, elle est oubliée au cours de la post-production, ça peut être... ça peut effondrer le montage qu'on a fait, parce que du coup, il n'y a plus l'essence d'une scène. Voilà. Et souvent, on essaye de penser d'étape en étape, mais c'est vrai qu'on est beaucoup la mémoire du réalisateur, je trouve. Et garder une intention, quoi. Il faut garder une intention pour les autres postes. Et c'est pour ça que les assistants sont importants aussi, parce que les assistants viennent aussi rappeler au monteur, oublie pas, on avait fait ce choix-là, c'est important que... Et voilà. On sert aussi à ça, et c'est une des phases, c'est un des morceaux essentiels. C'est pour ça que c'est compliqué de monter, on peut pas monter 2 films en même temps, on peut pas... Vous travaillez toujours sur un projet à la fois? Moi, après, je connais une monteuse, Sophie Brunet, qui montait le jour, la nuit, le week-end, je sais pas combien de projets. Bon, je sais pas comment elle faisait. Je sais pas comment tu fais. Mais ça te demande, comme tu dis, c'est cuit en fait. Tu finis ta journée de même travail. Après, on repense souvent. Enfin voilà, on repense après en rentrant chez soi. Ce qui se passe. C'est vrai que moi récemment, j'ai fait l'erreur d'accepter 3 courts-métrages en pensant que justement en termes de durée, ça allait être 4 semaines de montage, 4 semaines de montage et tout ça. Et tout a pris du retard. Et du coup, c'est enchevêtré. Je me suis retrouvé avec 3 projets de montage en même temps. Et ça a été une erreur pour moi, parce qu'effectivement, quand on accompagne un film, il faut que le soir, quand on rentre, le film il continue quand même à nous habiter. C'est ça qui va nous amener des idées, genre la nuit, enfin même le rêve, des fois il peut faire venir des idées. Il y a tout fait venir des idées quand tu es focus. Moi j'ai besoin vraiment d'être focus sur un projet. Et là, sur les 3 courts-métrages, il y en a un que je faisais la semaine, ensuite le week-end sur un autre pour finir des choses, ensuite je reprenais un autre court-métrage la semaine d'après. Et ça n'a pas été une expérience agréable du tout. Et d'ailleurs, sur les durées de montage, c'est vrai qu'il y a des durées par rapport au financement, par rapport à un budget. Mais en vrai, comme c'est une écriture, justement comme le nom de la table ronde, en vrai, il n'y a pas de durée tant que le film n'est pas trouvé, c'est ce que tu disais. Et s'il n'y avait pas de contrainte de budget, après, il ne faut pas non plus se perdre, mais comme c'est une écriture, tant que le film n'est pas trouvé, tu peux toujours ramener des idées, on peut faire venir tellement de choses de l'extérieur. Puis c'est pour ça que les réals remontent aussi, quand tu as des versions 20 ans après, des éditions, des rééditions de films, où les mecs sont toujours en train, ou les femmes sont toujours en train de repenser au film en fait. Donc, vous acceptez de mettre une version finale, quoi. C'est pas la dernière version, mais c'est
Après, c'est vrai que ça dépend beaucoup des finances, de l'argent qu'il y a. Moi, je me retrouve pas mal là, dans des configurations un peu compliquées. Je sais pas vraiment d'ailleurs comment faire. C'est-à-dire qu'on me propose des temps de montage où je sais que ça va pas aller. Enfin, je sais que c'est beaucoup trop court. En documentaire, en fait, bon, le documentaire, c'est là où il n'y a pas beaucoup d'argent et où ça peut vite prendre beaucoup de temps. Pour donner un ordre d'idée. Là, j'ai bossé à la rentrée avec un couple de réalisateurs et un réalisateur et une réalisatrice qui avaient tourné énormément à Stromboli. Ils ont fait un film sur le volcan à Stromboli. Ils avaient 150 heures de rush, ce qui est beaucoup. La réalisatrice a monté ses films toute seule avant, donc elle montait aussi. Mais là, elle était perdue et tout ça. Donc voilà, moi je suis arrivée, j'ai dit non, on va reprendre, on va recommencer du début. On va regarder tous les rushs déjà parce qu'elle avait même pas réussi à faire cette étape-là. Et la productrice, en fait, elle me dit oui, mais moi j'ai 12 semaines de montage. Et je lui dis non, mais en fait, 12 semaines, en fait, là, on va tout regarder. Ça va prendre 6 semaines. Donc, 12 semaines. En fait, là, le montage, c'est 6 mois de montage minimum. Enfin, c'est 6 mois, en fait. Et ça, les producteurs ont du mal à me dire, ah, mais on peut pas. Je dis, tu peux pas, mais bon, si tu veux, on fait 12 semaines, mais en fait, il y aura pas de film, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé. On a fait 12 semaines et le film était loin d'être fini. Et donc là, c'est des configurations un peu compliquées. Parce qu'on va pas, alors on peut donner un peu des jours, mais on va pas travailler non plus des mois et des mois gratos. C'est compliqué de négocier. Enfin bon, après des fois ils rallongent, mais des fois ils ont vraiment Puis pas. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est dans des petites équipes en montage. Donc autant sur un tournage, il y a un bloc de machinaux, d'électro, de gens qui peuvent dire, qui pèsent vraiment dans une négociation. En montage, on pèse rien parce qu'on est peu, alors qu'on est ceux qui coûtent le moins cher en fait. Aussi concrètement en temps de en production. Et les scénaristes. Je pense qu'on a eu moins. 0, non. Tu veux nous parler Non, c'est le moment. Oui, non, enfin quand vous devez, ce que j'entends, c'est quand vous devez négocier face à une production, du coup vous êtes souvent seul, quoi. Vous êtes seul face aux pressions, quoi. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, c'est vrai que moi j'aimais bien être assistante parce que justement on est en lien avec des monteurs et là maintenant ça me manque parce qu'en fait je parle. Enfin bon, il y a les monteurs associés et tout ça à Paris, c'est plus à personne. Mais on parle plus à. Non, mais on rencontre moins de monteurs quoi. Et souvent quand j'en croise, on est très content parce qu'on se parle et on est dans les mêmes problématiques. Voilà, quand ça s'est pas bien passé, on se dit mais ça me rassure parce qu'en fait voilà c'est pas. C'est quand même un métier. C'est dur quand même comme métier en termes de relations. Ouais, on est très esselé. Humaines et tout ça. Ouais. On est très seuls. Gros dépressif là. Alors il y a des questions. Plusieurs. Voilà. Oui, non, j'avais une question par rapport justement, tu disais le temps, on peut se laisser le temps de rater, et c'est déjà arrivé donc avec des logiques économiques, en fait le film soit pas complètement terminé ou en tout cas vous soyez pas satisfait et les producteurs ils disent il faut le sortir quand même. C'est dans l'intérêt de personne de sortir un film pas vraiment fini. Bon, sauf si vraiment il y a des énormes écarts de vision, mais quand même souvent, les producteurs ils voient bien que c'est pas fini et eux ils veulent que le film marche. Déjà, s'il y a des distributeurs, présenter un film pas fini aux distributeurs, ça le fait pas. Donc, non, souvent en fait ils sont quand même obligés d'aller au bout du monde. Enfin, ils sont quand même obligés d'aller au bout. Okay. En vrai, ils ont pas. Sur Guy, là je parlais de Guy, je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, mais le film, il n'y avait pas d'écriture vraiment, il n'y avait pas de scénario, donc il y avait un temps de montage qui avait été défini. Et on s'est rendu compte, on avait un ours qui faisait 8 heures déjà, nous, de ce film-là, donc t'arrives, il y avait... C'était combien du coup de semaines au début? On devait être à 16 semaines et on était 2 monteurs. Donc en plus, c'était plutôt bien vu. Dites ce que c'est qu'un ours, je pense que tout le monde sait, mais peut-être non, voilà. Alors un ours, c'est le film... En gros, tel qu'il a été écrit et tourné avec l'ordre des séquences respectées, globalement, un maximum. C'est-à-dire que c'est le film tel qu'il a été imaginé. Et souvent, c'est cette version-là qui marche pas, c'est la première version, et ça permet après de l'avoir en tête, de se dire ok, ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on trouve, et on repart. Et en fait, il faut imaginer vraiment le montage comme une sorte de métier à tisser, quoi. C'est-à-dire qu'on affine au fur, un métier à tisser, non, mais on procède par passe, voilà. Et on essaie de passer. Passe, et souvent, c'est assez long, c'est plus long que le format annoncé au début. Ouais. Et pour les rushs, c'est toutes les images qui ont été tournées sur le tournage. Et les sons. Ouais. Et ça, vous regardez tous tout. Ouais. Et c'est quoi les ordres
de temporalité. Je veux dire que là, 12 heures de rush pour un court métrage ou pour 20 minutes, enfin, c'est pareil, ça doit être variable. Tout ça, enfin, ça dépend. Ouais, ça peut dépendre parce que ça dépend du numérique aussi de la pellicule. Moi, des courts-métrages tournés en pellicule, il y a pu avoir 1 heure de rush Il y a moins de rush en fait. pour un film de 23 minutes. Donc là, c'était vraiment. Ce qui est plutôt sec. C'était sec, mais ça a bien fonctionné. Et en général, pour un court-métrage de 20 minutes, c'est 8 heures, 10 heures. Quoi. Ouais, si t'es tourné avec une seule caméra, après des fois il y a 2 caméras qui ça. tournent, donc il faut tout regarder aussi. Vous regardez tout le temps. Ouais. Vous regardez tout ce qui a été fait sur le tournage. Quoi. Et même hors clap. Ouais, alors justement, nous en documentaire, là je l'ai jamais fait, mais là c'est ce que je vais faire quand il y a vraiment trop. Mais je pense que c'est pas bien de faire ça, mais on est un peu amené à le faire. Quand il y a trop peu de temps de montage, que là on me dit, bah là qu'est-ce qu'il m'a dit là 8 semaines pour un truc, bon bref. Là je veux pas avoir le temps de tout regarder, je peux pas prendre la moitié du temps, et du coup c'est la réalisatrice qui va déjà dérocher et faire une sélection quand même large, mais elle va tout regarder et faire un peu une première passe, mais c'est pas je sais pas. Ouais. Je vais Ça prendre les dépend. autres questions. Il y avait 2 questions. Ouais, Oui. Moi, je voulais savoir si, selon vous, il existait des films qui sont mauvais, dont le montage est bon. Ou s'il existe des films qui sont bons, dont le montage est mauvais. C'est-à-dire, Très bonne question. Peut-être un peu en substance. Mais ça, c'est une question un peu selon vous, hein, chacun personnellement, pas vous trois les monteurs. Mais qu'est-ce qui fait un bon montage? Et aussi, est-ce que vous avez un exemple précis d'un film qui, pour vous, a cette essence du montage parfait? Voilà. Ou alors un film qui est parfait, mais qui a un montage pour... Voilà. C'est une super longue question. Non, mais c'est une Moi, question à tiroir. Je sais que un truc que j'ai appris récemment maintenant, c'est qu'aussi il faut provoquer des accidents au montage. Et genre, par exemple, j'ai travaillé du coup avec un réalisateur qui est assez connu, qui a brassé beaucoup de monteurs, sur lesquels j'ai travaillé 2 fois, qui s'appelle Abdelatif Keshish, qui a beaucoup de choses mauvaises, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Et lui m'a amené la notion de l'accident. C'était sur un film qui s'appelle Mektoub My Love, donc Mektoub c'est le destin. Donc tout le film était pensé en termes du destin, donc des accidents qui arrivent. Et le montage a été beaucoup construit comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à quel moment tu vas provoquer l'accident. Maintenant, j'essaye sur les montages de provoquer un accident, un truc, même des fois de pas réfléchir. Tu mets des plans comme ça, tu regardes même pas la timeline. Enfin, c'est tout récemment que je fonctionne un peu comme ça. Mais bon, c'est que tu regardes et ensuite tu vas laisser dérouler le film et tu vas faire oh, ça c'est une idée. Et du coup, tu vas la retravailler après. Et du coup, là-dessus, moi je sais que par exemple, récemment, il y a un film qu'on pensait avoir terminé sur un court-métrage là. Et la productrice, elle sentait à mon avis que le film n'était pas poussé jusqu'au bout. Du coup, elle appelle quelqu'un qui n'aimait pas du tout le film. Enfin, c'était pas son style de film. Du coup, elle nous a vraiment mis à plat. Et du coup, la réalisatrice était très perturbée. Et du coup, nous, on était là, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, j'étais là en mode, ok, on provoque des accidents. Et bim, on a trouvé une petite étincelle. Et je me dis, putain, si on était passé à côté de ça. Mais c'est ça qui est horrible. Et donc, du coup, dans le montage, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il peut y avoir un truc qu'on n'a pas trouvé. Et là, tu vois, c'est juste parce que là, pour le coup, la productrice avait réagi en faisant intervenir quelqu'un qui nous a mis à plat. Et c'est horrible de dire ça parce que c'est assez violent. Mais on est un peu obligé des fois en montage. Et souvent, c'est le rôle du prod de créer un peu de secouer à nouveau les dés, de les relancer, quoi. Et là, du coup, tu vois, le film, il aurait pu être validé comme ça. Et ça aurait été un film... ouais, moi que je trouve un peu moyen, tu vois. Et le fait d'avoir rebalancé comme ça a permis de trouver un déclic en montage qui a permis de revaloriser le film, quoi. Ou même sur le film Dans la tête un orage, là, qui passait jeudi, je sais qu'il y a il devait y avoir une version longue du film. Le fait d'avoir bossé sur cette version longue, on a revu le court-métrage et du coup, on a retrouvé des choses au son, enfin, on a fait se croiser des séquences qui avaient été supprimées du court-métrage et qu'on a remis au son. Et du coup, ça a upgradé encore le film. Et donc là, c'est pareil, c'était le fait que le film devait s'arrêter là. On a travaillé sur une version longue et on a revu et hop, le film, il s'est encore amélioré. Et moi, c'est ça qui rend fou aussi, c'est un vertige. Le montage, c'est un vertige qui fait peur, quoi, parce que
Bah justement, toi, Keshish, ça fait genre, je sais pas, 7 ans qu'il est toujours sur ses montages. Hein. Genre, après, il a 900 heures de rush et tout ça, mais parce que tu as toujours comparé l'impression... au tournage, c'est pas fini, quoi. Le tournage est toujours un peu une période finie, quoi qu'il arrive, pour des questions techniques. Bon, il y a des tournages qui ont duré des années, mais généralement, quand même, un tournage... Alors que l'écriture, en effet, de l'image vous pouvez toujours remettre une pièce dans la machine. Ouais, Bah, souvent, lui, le... ou même, comment il s'appelle merde. Le réalisateur américain Terrence Malick. Terrence Malick, c'est des mecs qui... Ils ont 4-5 monteurs, c'est des montages qui durent 6-7 ans. Ouais. Bon. Après, là, en l'occurrence, Keshish, maintenant, il est produit par Cocteau. Enfin, c'est aussi des grosses productions, donc ils ont le temps. Maintenant, il y a l'argent. Alors, même si les monteurs sont pas forcément... J'ai une copine aussi qui a monté pour... Ouais, bah oui. C'était pas forcément très bien payé. Ouais, mais il y a aussi le temps. C'est pas très cher, en fait, le montage. C'est ça aussi. Donc, souvent, si les réals veulent pousser... Mais pour répondre à ta question, je pense pas qu'il y ait de bons films mal montés. Je pense que ça n'existe pas. Et puis c'est très compliqué de voir. Un bon montage, un bon film, c'est un montage qui marche, donc c'est pas. C'est très compliqué de décorréler le meilleur, par exemple quand il y a des Césars ou des Oscars, d'avoir un meilleur film et un meilleur montage qui n'est pas le même film. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. C'est très compliqué le montage, je trouve. Pour aussi aller dans ta question, là juste avec Guillaume Braque, là, donc on a monté le film l'année dernière. Et en fait, en regardant les rushs, souvent voilà, on parle. Moi, des fois, j'ai un peu un code comme ça, couleur, de dire ouais, non, vraiment, ça c'est nul, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment super et tout ça. Et en fait, on regardait, on était un peu dépités parce qu'il y avait quelques scènes super, mais pas tant que ça. En fait, il y avait beaucoup de scènes un peu moyennes, un peu pas mal. Et en fait, à la fin, on s'est dit, mais alors comment on va faire? Parce que là, on sent que oui, il y a une ou deux scènes vraiment super dans le direct. Et donc, on s'est pas mal posé cette question. Est-ce que du coup, en montage, on peut transformer du plomb en or, quoi? Est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment je crois qu'on a quand même... Alors, je sais pas si on a transformé en or, mais je pense qu'on a quand même bien monté parce qu'on a quand même beaucoup rehaussé les scènes. On a réenregistré des voix après et tout ça. Enfin, bon... Mais c'est vrai que voilà, je sais pas, c'est pour ouais, c'est vrai que tu parlais aussi j'avais lu un truc récemment sur John Cassavetes, sur un de ses films, parce que lui il mettait aussi beaucoup de temps en montage, quoi. Enfin, c'est vraiment 4-5 ans de montage. Je sais plus sur quel film, peut-être Husbands ou un truc comme ça, où il avait fait un montage et il n'était pas du tout content au bout de 2 ans de montage, je crois, un truc comme ça. Il a dit on recommence tout de zéro. Et il a mis son chef-op, d'ailleurs. C'est son chef-op qui a fait le montage. Ouais. Et il a repris pendant 3 ans après encore de nouveau le montage. Donc c'est pour ça peut être un peu infini. Enfin, Tu avais une question? Oui, après on a évoqué beaucoup de choses avec les précédentes questions, mais non, moi je trouve que vous avez énormément d'humilité en fait, parce que de tous les paramètres qui font un film, le montage c'est bien dans le top 3 et c'est pas 3e. Et je trouve que c'est un métier qui demande énormément de sensibilité et que vous êtes presque le 2e auteur du film, quoi. Enfin que, comme tu disais, il n'y a pas de... Un bon film n'est jamais mal monté, en fait. Un bon film, c'est un bon montage. Et voilà. Et je trouve que... Et moi, je suis très sensible à ce travail-là et souvent, j'adore les réalisateurs qui sont aussi monteurs et les réalisateurs qui montent leurs films. Je trouve que ça fait systématiquement des très bons films, quoi. Et non, mais je voulais juste vous demander si parfois vous aviez eu cette sensation d'avoir un matériel très pauvre, de vous retrouver avec des images vraiment, il n'y a pas grand chose, et d'avoir réussi à transformer l'essai et avoir fait quelque chose où vous êtes vraiment fiers et où vous vous êtes dit mon travail a compté moi typiquement le film irakien là, qui n'est jamais sorti en France malheureusement parce qu'il est sorti pendant le Covid, la réalisatrice avait tourné avec des non-professionnels à Bagdad en 2019, donc c'était un tournage extrêmement galère, mais les gens y allaient vraiment avec ce qu'ils avaient vécu eux. Donc le film se passait en 2006 mais c'était tourné en 2019, donc il y avait un matériau qui était très fragile au jeu mais vachement fort de vécu en fait, et tu sentais que les gens ils y allaient avec leur humour, c'était thérapeutique, enfin, c'était vraiment une thérapie pour tout le monde. Et le film ne marchait pas du tout, il y a plein de séquences qu'ils n'ont pas pu monter, et oui, là, au montage il a fallu tout refaire, tout réinventer. Moi j'ai trouvé le film, c'est un de mes films préférés que j'ai monté,
Et effectivement, là, pour le coup, Parce que tu avais une grande marge de manœuvre. il a réalisé... Oui, c'est ça. Il a Et du fallu coup, ça se passait bien réinventer avec le la film. réalisatrice. Et ça s'est extrêmement bien passé. En plus, c'est une réelle, elle a 70 ans, tu vois. Donc il y a eu une vraie rencontre. On n'était pas du tout de la même génération, mais en même temps, il y a eu on se connaissait pas, en fait, aussi, pour reprendre une de tes questions. Et des fois, des fois, c'est compliqué de rencontrer un réalisateur ou une réalisatrice. Et des fois, il y a un truc, il y a une étincelle qui se fait. Et là, le film a marché, mais aussi parce qu'il y a eu, elle m'a fait confiance. Voilà. C'est ça, moi j'ai l'impression que le fait de galérer un peu avec les rushs, de voir que ça marche pas si bien, que ça va être compliqué, pour moi il n'y a aucun problème tant qu'il y a un truc avec la personne, la réalisatrice, le réalisateur, où on est en phase et où on sait qu'on va pouvoir travailler et faire du mieux qu'on peut. Et finalement pour moi les expériences les plus douloureuses c'était quand en effet quand toi par exemple tu trouves, quand moi je trouvais que c'était pas terrible mais que le réalisateur s'en aperçoit pas ou qu'on n'est pas, on n'a pas la même sensibilité. De toute façon le ressenti c'est tellement personnel que voilà c'est difficile aussi après de trouver des gens mais voilà, du coup je trouve que c'est tant que après c'est du travail en fait, le fait que tout soit pas parfait c'est du travail et tant qu'on a l'aval de la personne avec qui on travaille, de la prod et tout ça. La prod c'est important aussi, une prod qui soutient vraiment un réalisateur, qui va nous mettre dans les bonnes dispositions pour faire le film, qui va, voilà, si on dit en fait là nous on a besoin, déjà on veut pas faire de projet maintenant, on a dit qu'on allait te montrer mais en fait on n'est pas prêt, que la personne dise ok allez-y continuez et qu'il te laisse le temps et les bonnes conditions pour faire ce travail, c'est important quoi. Donc quand il y a ça qui est réuni après voilà ça. On approche un peu de la fin, est-ce que vous avez d'autres questions? Moi je me demandais, je sais pas si vous avez des collaborations, j'ai l'impression, du coup toi Paola avec Guillaume Braque, mais des collaborations plutôt longues avec des cinéastes, parce que je me souviens que Yann Daudet, qui a eu souvent des collaborations assez longues avec Truffaut, Piala ou autres, disait que justement généralement il allait jusqu'à 5-6 films, et après il préférait presque arrêter parce qu'il disait j'ai peur que ça devienne trop mécanique, qu'il y ait des espèces de systématiques qui se mettent en place dans les mêmes astuces qu'on réutilise à chaque fois, et que du coup ça casse un peu cette espèce de création, de fièvre un peu qu'il peut y avoir quand on travaille sur un projet. Je sais pas si vous avez ça un peu. Moi je vois cette expérience pour vraiment voir. Moi j'ai vraiment une expérience plutôt avec un réal que j'ai rencontré à la Fémis où j'ai fait tous ses courts-métrages et en plus il est en couple avec une chef-op dont j'ai aussi fait, voilà. Et là il a fait son premier long, j'ai monté son premier long. Après je sais pas s'il faut être aussi dogmatique, c'est qui a posé la question? C'est toi, pardon. Que Yann Daudet. En plus c'est drôle parce que je pensais Yann Daudet il a commencé Cédric Kahn a été assistant de Yann Daudet, assistant monteur de Yann Daudet, et là maintenant c'est Yann Daudet qui monte les films de Cédric Kahn, donc c'est quand même le mec qui a été le plus fidèle à son réalisateur ou à son... C'est un peu étonnant. Puis Piala, on peut pas parler de je sais pas. Après Piala, il y a Deleuze qui a repris le Garçu. Donc il y a eu des choses. C'est un mec qui a beaucoup d'ego pour le coup, Yann Daudet. Donc je sais pas trop comment ça se passe en montage. Non mais c'est intéressant de parler de lui parce que on parle rarement on parlait de Welfling, on parlait de Deleuze. Ouais. C'est important d'évoquer Yann Daudet parce que c'est un monteur star. C'est un des plus grands monteurs en France. C'est un monteur star. Voilà. Ouais, j'avais cette question, un monteur ou un réalisateur chez qui vous appréciez le montage comme ça, comme une sorte de... Il y en a plein. Moi j'aurais adoré travailler avec Milos Forman, mais je ne peux pas travailler avec Milos Forman. Non mais je sais pas. J'ai ramené 2 bouquins, comme ça te permettra peut-être de... Je vous ai... Histoire de faire un peu... Instant de biographie. Pour ceux qui veulent s'intéresser au montage, il y a le bouquin de Walter Murch. Donc ça, c'est un peu un des plus connus, un grand classique. Et le bouquin qui est le bouquin de Paul Hirsch, qui est un monteur que j'aime beaucoup, qui a été le monteur de La Guerre des Étoiles, qui a été le monteur de Palma aussi, qui a monté énormément de films aussi, et je trouve que c'est plus que Murch, qui est peut-être plus intello. Hirsch explique vraiment ce qui se passe dans une salle de montage, je trouve, et comment dire, ça fait un peu apostrophe de faire ça.
Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a pas les prix. Mais voilà, je trouve lui presque plus instructif. Il y a plus de choses à en retirer au quotidien que Merch. Par exemple, pour des gens qui aimeraient faire du montage ou des apprentis monteurs. Puis il y a la gestion aussi de l'économie. Il parle beaucoup d'argent, mais en même temps c'est intéressant. Et puis il explique aussi d'un point de vue de sensibilité ce que c'est. Physiologiquement ce que c'est que le montage, je crois qu'il y a non seulement l'idée de comment on appelle ça, mais de persistance rétinienne, mais aussi comment le cerveau analyse ce qui se passe entre deux collures dans une ellipse en fait. Comment est-ce qu'on fait comprendre, comment est-ce que ça se passe dans le cerveau humain cette micro-action de la coupe de l'ellipse et de voir ce qui se passe en fait, comment l'esprit humain complète le manque. C'est avec ça que vous jouez, exactement. Vous jouez avec le clignement des yeux. Puis quand tu parlais d'accident, t'es vraiment là-dedans. Qu'est-ce qui se passe dans un accident d'un coup, plein de choses en fait. Mais c'est vrai que c'est aussi, je pense, en tant que monteur aussi, on doit avoir une énorme imagination, presque autant que le réal. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si t'étais un réal, mais sans ego, un peu comme on disait, plus dans l'ombre. C'est-à-dire que, parce que la part d'imagination, elle doit être énorme, parce que, il y a une image, et si on regarde juste cette image, je sais pas, genre un personnage qui passe comme ça, de gauche à droite ou de droite à gauche, genre, on peut voir que ça, mais en tant que monteur, si l'image d'avant, il y a, je sais pas, une bande de 5 chiens qui courent, qui le poursuivent, si on met cette image après là, donc on va pouvoir imaginer, imaginons par exemple, tu parlais d'un film des fois où il faut trouver des choses, en fait c'est grâce à cet imaginaire là qu'on va l'accuser. Cette scène elle marche pas, c'est juste un personnage qui passe, bon c'est pas trop intéressant, oui mais si juste avant je mets 3 chiens qui sont en train de courir et aboyer, on va se dire ah oui lui ce personnage il marche tranquillement alors qu'il est poursuivi par 3 chiens, et donc on va pouvoir rajouter ça, et du coup il y a une part d'imaginaire parce que voilà, il y a tout le hors-champ de l'image quoi. Et nous on fait le montage aussi avec tout le hors-champ de chaque image, et ça va nous permettre de trouver des correspondances entre ces images-là. L'image et tout ce qu'on montre pas fait autant partie de ce que vous décidez de montrer. Puis je pense aussi la durée. On échangeait un peu avant, tu me disais que c'était... Tu avais l'air, toujours un peu étonné de la manière dont vous pouviez influer aussi sur le jeu des acteurs, ou en tout cas sur une scène en coupant. Je pense à ton expérience avec un matériau peut-être, ou des scènes qui paraissent pas les meilleures scènes, les scènes les plus payantes tout de suite, en disant j'en ai que 3, mais finalement d'essayer d'amener toutes les autres vers des scènes plus justes. Le jeu des comédiens est complètement par rapport à ça. Il y a des comédiens ou pas? C'est complètement différent, le rapport au théâtre, et c'est très différent au cinéma. Au cinéma, on fabrique vraiment la performance d'un comédien. C'est-à-dire qu'on pourrait décerner la moitié d'un prix d'interprétation au monteur. Ça, c'est sûr, parce que dans un chant contre chant, on ne monte pas forcément les mêmes prises, par exemple. Bien sûr, vas-y. Est-ce que vous avez déjà travaillé où on tourne et on commence à monter et on retourne en fonction? Et est-ce que par rapport à ça, je sais qu'il y a des déontologies de montage différentes, et je crois que c'était Claire Atherton, je sais pas comment on dit, la monteuse d'Agamal, qui elle était très contre, il fallait arrêter de tourner, et on avait des rushs, et le montage, le défi c'était vraiment de composer à partir de ça avec la contrainte. Et moi jusqu'ici j'ai travaillé comme ça, et je me demande, là j'ai envie de travailler différemment, et je me demande si vous l'avez déjà fait, c'est un peu risqué et dangereux aussi d'un éternel tournage quoi. De monter et qu'après il y a encore un tournage. C'est-à-dire d'écrire mais vraiment en simultané. Moi ce qui m'est arrivé, mais en fait le truc c'est que les tournages quand même c'est des grosses équipes, c'est assez compliqué à mettre en place, ça coûte cher. En documentaire ça peut, mais c'est vrai qu'en fiction j'ai l'impression que quand même il y a une période de tournage assez limitée, et voilà. Et après le montage, et ce qui arrive souvent pour gagner du temps, mais je sais ça dépend des configurations, mais c'est pas toujours bien. C'est que le monteur commence en même temps que le tournage, ou un peu après quoi. Ils vont tourner 3 semaines, et puis après le monteur va commencer. Mais du coup le réal est pas là. Donc, non, je parlais pas de ça. Non, tu parles vraiment les films, avec le réal, il monte et après il une économie un peu plus spirale. D'avoir tourné, de commencer à monter, de se dire voilà là il manque un plan ou une séquence pour comprendre. En documentaire ça peut arriver, c'est un plan, un truc, mais après, moi j'ai déjà fait ça sur un documentaire où on a construit tout le film comme ça. C'était un documentaire en Tunisie dans le Sahara, et
Et en fait, on partait, je faisais l'image aussi, et genre on partait là-bas, on attendait de voir ce qui se passe, on ramenait de la matière sur une semaine, on revenait un mois, on montait ce qu'on avait, on regardait, on disait ok, ça nous raconte ça, les images nous racontent ça, ça, ça et ça, et à partir de là, hop, on repartait, on allait retourner, et il y a eu 3-4 sessions comme ça de navette entre le tournage et le montage. Donc c'était constructif. Comment ? C'était constructif. Ouais, ah ouais. Bah, c'est vrai que là, pour le coup, le documentaire, c'était en plus c'était hors production, justement, c'était un documentaire très pirate. Et donc il n'y avait aucune contrainte du budget, sinon le propre argent du réalisateur, quoi. Et là, on construisait tout à partir des images. En fait, c'est une fois, sur le tournage, on ne pouvait pas voir ce qui se construisait. Et c'était une fois, genre 2 semaines après, qu'on avait fait un ours, un bout à bout. Je regardais, on disait ah ouais, ça c'est intéressant, ah ça nous raconte ça, ah ça nous raconte ça. Donc on les réassemble, tac, et puis après on dit ah bah ouais, mais là il nous manque un 3e personnage pour faire ça, et du coup on retournait là-bas en essayant de trouver de nouveau quelqu'un, on revenait, on disait ah ouais, non là ça prend pas, finalement ce personnage il est pas assez fort, ou l'autre prend trop de place, et du coup on repartait, et ouais, là c'était vraiment qu'à partir des images. Mais du coup je trouve ça intéressant parce que c'est une autre façon de pratiquer la mise en scène aussi. Ouais. Moi j'aime trop cette façon de faire. Il y a une autre question. Oui. C'est un peu un rebondissement sur la même question d'Inès, mais je me demandais, parce que il y a des fois le montage il commence même pendant le tournage, non, il y a des personnes qui montent les scènes qui sont tournées ce même jour, et que du coup plus tard le soir on peut voir les scènes qui sont tournées ce jour-là. Oui. Est-ce que vous avez déjà travaillé comme ça? Parce que du coup dans ce cadre-là c'est plus facile de retourner des choses parce que la prod elle est encore en cours, donc tu peux aller peut-être choper quelque chose dans un décor, et moi j'ai déjà vu que c'est arrivé, mais à l'échelle de court-métrage par exemple. C'est toujours un peu un challenge de prod, de faire rentrer des choses qui n'étaient pas prévues, mais oui, je me demande si vous avez déjà fait ça. Après, c'est compliqué parce que tu as quand même des durées de labo. Alors, si on parle un peu technique, mais c'est-à-dire que les rushs, il faut qu'ils aillent au laboratoire, que les rushs soient transcodés pour qu'on puisse nous les monter dans un logiciel de montage. Ouais. Donc tu es synchronisé. Donc tu n'es jamais vraiment à J quoi. Ouais, toujours sauf J plus. Il y a quand même, limite dans le cinéma classique hollywoodien, j'avais lu le bouquin de Sidney Lumet, je crois que ça s'appelle Faire un film. Et là, c'était pourtant à l'époque de la pellicule, mais après chaque jour de tournage, ils font une projection des rushs de la journée. Ouais, mais muet. Ouais, oui, il y a pas de synchro. Ils projettent les rushs muets. Donc ça, c'est un truc qu'on a complètement perdu. Et c'est vrai que Ouais. ça pourrait être bien de leur. Enfin bon, Ouais. après, faudra faire rester les équipes, mais chacun regardait le jeu. Parce que les synchroniser, c'est casse-gueule pour les comédiens, en vrai, parce que t'as pas trop envie d'afficher le jeu des comédiens dans des rushs en continu. Ça peut être très compliqué psychologiquement pour eux, et puis au niveau de la confiance. Mais ouais, c'est bien de se projeter les rushs. Mais les monter en même temps, au moins t'es à une semaine, quoi. Donc c'est vrai qu'il faut être plutôt dans un long pour faire ça, quoi. Ouais. Bah, justement, j'avais failli participer à un projet là, mais justement par manque de budget, c'était 2 réals qui cherchaient un monteur sur place. C'était un tournage qui aurait lieu à Arles, et ils cherchaient quelqu'un directement. Ils avaient une technique avec les comédiens qui n'étaient pas forcément au courant du scénario et tout ça. Et ils cherchaient justement un monteur qui puisse faire un bout à bout chaque jour, et eux ils orientaient en fonction de ce qu'ils regardaient le soir, genre juste avant d'aller se coucher, ils regardaient ce qu'il y avait eu dans la journée. Donc et tu fais un bout à bout. Et j'aurais dû, ouais, journée. donc finalement je l'ai pas fait, mais ouais c'est ça, le but c'était de nettoyer tout ce qui n'était pas utilisable, et qu'ils voient quelle direction ils ont prise avec les comédiens pour pouvoir réorienter le travail la journée d'après. J'aurais trop aimé faire cette expérience là, mais je l'ai pas faite du coup, ils avaient pas assez de budget pour. Moi je trouve ça hyper intéressant en tant que réal. Moi je fais des courts-métrages et je pense que des fois on voit pas trop l'image, on la voit tous les jours, mais on n'est pas confronté à la voir en fait en fin de journée. Et je pense que ça pourrait être hyper intéressant de rajouter ça dans le procès. Dans le plan de travail déjà, c'est que tout le monde puisse regarder ce qu'il fait, c'est vachement bien. Après Oui, tu je peux trouve te ça perdre. hyper intéressant de voir vraiment la forme que le film prend et de peut-être, et de réagir de façon plus immédiate. Ah oui. Voilà. Ouais, mais après il y a le risque aussi, c'est de se perdre aussi. Ouais. Déjà en termes d'énergie, le tournage pour un réal ça demande beaucoup d'énergie. Enfin voilà, j'imagine, je sais un peu. Mais et donc c'est vrai qu'il y a ce truc du réal où t'arrives, justement le monteur on arrive avec tous les rushs et on va construire à partir de cette matière limitée.
ce qui va nous pousser à aller chercher des idées. Alors que des fois, de faire ça, tu peux te perdre un petit peu. Mais après, ça à tester, je pense aussi. J'ai l'impression que tu pourrais te perdre. On va arrêter là. C'est passionnant, encore une fois, de vous écouter, puisqu'on a un programme à la suite. Et merci à vous d'avoir été là. Merci.